Si vous aimez mon contenu, je vous invite à me soutenir avec un don ou un visionnage de pub via Utip, et bien sûr, l'utilisation d'un casque audio ou d'un bon système de son est recommandée pour visionner cet épisode. Les navettes spatiales, capables uniquement de tourner en orbite basse terrestre, ont aussi été des plateformes de lancement de sondes interplanétaires. Aujourd'hui, nous revenons sur la mission de navette STS-34 et l'histoire de la sonde qu'elle a permis de lancer à l'assaut de Jupiter, Galileo. Nous sommes le 18 octobre 1989 au Kennedy Space Center. Sur le pas de tir 39B, la navette spatiale Atlantis et son équipage se préparent à décoller pour la mission STS-34. L'objectif principal est très spécial, puisqu'il s'agit de mettre en orbite une sonde qui va ensuite entreprendre un fascinant voyage pour étudier la plus grosse planète de notre système solaire, Jupiter. Et cette sonde, elle porte un nom déjà emblématique, Galileo. La sonde tient bien évidemment son nom du célèbre astronome Galilée. Dans les années 1600, ce savant italien, assoiffé de savoir et de science, se procure une longue vue, une technologie qui se développe tout juste à l'époque, et va améliorer le concept pour l'étendre à l'observation du ciel. Bien que sa première vraie cible soit la Lune, l'astre le plus proche du nôtre, il étend très vite ses observations à d'autres objets célestes, jusqu'à ce qu'il pointe Jupiter. Rendez-vous compte, avant les lunettes astronomiques de Galilée, les astres autres que le Soleil et la Lune n'étaient que des points blancs, n'attendant que la curiosité et la technologie pour révéler leurs secrets. Et quand il tourne sa lunette vers Jupiter, il ne voit pas qu'un simple point, mais 4. Un gros point et 3 petits répartis à côté de lui. Avec d'autres observations, il découvre non seulement un 4e petit point, mais réalise très vite, à leur mouvement, ce qu'ils sont vraiment. Des satellites naturels. D'ailleurs, c'est à l'occasion de cette découverte que le terme de satellite est inventé. En effet, en dehors de la Lune, jamais un seul satellite naturel n'avait été découvert auparavant. Même si les noms de ces 4 satellites que nous connaissons de nos jours, Io, Europe, Ganymède et Callisto, ne viennent pas de Galilée mais d'un autre astronome, ce groupe est appelé les satellites galiléens. Et même s'il faudra attendre près de 300 ans avant de découvrir d'autres satellites de Jupiter, ces 4-là restent encore une référence de par la facilité que l'on a, avec nos technologies actuelles, de les observer. Pour autant, sa lunette n'est pas assez puissante pour distinguer les détails que ce soit de Jupiter ou de ses lunes. Et ce sera le travail des astronomes qui lui succéderont. Au fil des années, puis des siècles, les progrès en matière d'observation astronomique vont révéler de plus en plus de choses, comme la Grande Tache Rouge, découverte par Jean-Dominique Cassini en 1665, mais vont aussi permettre à Hall Roemer de réaliser un premier calcul de la vitesse de la lumière en utilisant l'effet des éclipses sur la planète et ses lunes. Jupiter et son système de satellites restent tout de même remplis de mystères jusqu'au début des développements de l'exploration spatiale. Ce sont les Américains qui ouvrent le bal en 72 avec Pioneer 10 qui non seulement réalise l'exploit de se rendre aussi loin, mais en plus précisément puisqu'elle survole Jupiter à 130 000 km de ses nuages. Puis, un an plus tard, c'est Pioneer 11 qui survole la géante gazeuse, cette fois à 43 000 km des nuages joviens. C'est l'occasion de non seulement découvrir pour la première fois des images rapprochées de la planète et de ses lunes, mais aussi de gagner de l'expérience en pilotage spatial. 5 ans plus tard, les sondes Voyager, durant leur grand tour du système solaire, passent l'une après l'autre près de Jupiter et découvrent, en un seul passage rapide, une multitude de choses étonnantes, dont 2 en particulier, la Grande Tache Rouge est en réalité un anticyclone gigantesque, et Jupiter possède un anneau très fin. Mais d'autres secrets sont révélés par cet unique passage. En observant Io, une des lunes découvertes par Galilée, on observe une éruption volcanique. Des volcans, ce n'est pas la première fois qu'on en voit ailleurs que sur Terre. Sur Mars, l'Olympus Mons, bien qu'éteint, est le plus grand volcan du système solaire. En revanche, en observant Io, ce fut la toute première fois qu'on observait des éruptions volcaniques, et multiples en plus, ailleurs que sur Terre. Il faut prendre conscience que monter un projet spatial, ça prend beaucoup de temps. Il faut réfléchir à la mission, réunir les experts, budgétiser, faire construire la sonde par le fournisseur, calculer les trajectoires et bien d'autres étapes. De plus,
Dans ce cas précis, l'équipe qui travaille sur la conception de Voyager est la même que l'équipe qui va travailler sur Galileo. Même si la sonde est fortement basée sur les sondes Pioneer qui l'ont précédée, l'objectif n'est plus simplement de survoler Jupiter. Désormais, la sonde va devoir se mettre en orbite autour de la planète, ce qui n'a jamais été fait. Et vu que les objectifs concernent Jupiter, son atmosphère en particulier et ses lunes, on divise la sonde en deux parties. Un orbiteur qui va tourner autour de la planète et une sonde atmosphérique qui, aidée de parachute, va descendre dans l'atmosphère de Jupiter et envoyer des données jusqu'à sa destruction. La mission, en plus d'être une première, représente un coût important pour la NASA, ce qui va avoir deux conséquences. Non seulement l'agence n'a pas les moyens de faire une sonde jumelle pour multiplier les chances de réussite comme elle l'avait fait auparavant, mais elle va également faire appel à la coopération internationale puisque l'Agence spatiale européenne signe un instrument de collecte de poussière et le moteur, qui permettra à la sonde de s'insérer en orbite jovienne, signé par la firme aéronautique Messerschmitt. En parlant de moteur, une fois que la navette l'aura mise en orbite, il va bien sûr falloir propulser la sonde vers Jupiter. Ça demande du carburant et en ajouterait également de la masse. Le problème, c'est que si on ajoute de la masse, il faut plus d'énergie pour la propulser et donc plus de carburant. Un cercle vicieux qui devient un vrai enfer quand il s'agit de se rendre au-delà de Mars. Heureusement, on peut utiliser le mouvement et la masse d'un astre pour se catapulter. C'est l'assistance gravitationnelle. C'est avec cette technique que la sonde Voyager 2 a pu faire des survols de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune avec une quantité insignifiante de carburant. Bien calculé, l'assistance gravitationnelle est une solution parfaite pour Galileo qui va utiliser la Terre, mais aussi Vénus. En 1978, une fois les sondes Voyager parties pour leur grand tour, les équipes de conception ont alors le champ libre pour faire de Galileo une réalité. On prévoit que cette sonde pourra être lancée en 82, soit 4 ans après les débuts de sa construction. En 78, on prévoit aussi de la lancer avec une future navette spatiale qui s'annonce comme la solution pour réduire les coûts de lancement. Autant dire que les ingénieurs vont avoir du pain sur la planche pour réaliser ce projet. Et comme souvent dans l'aérospatiale, les choses se compliquent et les retards s'accumulent. Les coûts ont été sous-évalués, l'administration Reagan impose des réductions de budget, et la navette spatiale, bien que réutilisable, ne présente aucune économie d'argent et n'est finalement pas si facile à réhabiliter entre les vols. La date de lancement initialement prévue en 82 ne cesse de reculer, et l'accident de Challenger en 86 ne va rien arranger. Au final, la mission STS-34, qui est chargée de lancer Galileo, se prépare pour un lancement à la fin de l'année 89, soit 7 ans après la date initiale prévue. Et il va encore en falloir de la patience. Dans l'équipage de STS-34, on trouve Donald Williams, le commandant, qui réalise ici son second vol en navette spatiale. Mike McCully, qui réalise son premier vol, est à la place du pilote. Enfin, 3 astronautes se joignent à la mission au poste de spécialiste de mission. Shannon Lucid, qui fait son second vol, Franklin Cheng Diaz, qui fait aussi son second vol, et Helen Baker, qui fait son premier vol. La navette en charge de cette prestigieuse mission est Atlantis, qui va à cette occasion réaliser son 5e vol. Sauf que cette mission va être une succession de galères, à la fois pour les astronautes, les ingénieurs, la diplomatie et les scientifiques. Le problème diplomatique, c'est que cette sonde a la particularité d'être alimentée en énergie par un réacteur nucléaire. En effet, au-delà de la ceinture principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, l'énergie solaire n'est pas suffisante pour alimenter suffisamment la sonde. Tout comme les sondes Voyager et Pioneer avant elle, elle embarque ce qui peut devenir une catastrophe environnementale en cas d'explosion de la navette au décollage. En plus de ça, en cas de dysfonctionnement au décollage, la navette peut exécuter une procédure de secours qui lui permet de se reposer sur Terre en quelques minutes, notamment en Afrique et en Europe. Le problème, c'est que se poser dans un pays étranger avec une telle charge utile peut présenter un risque pour le pays concerné, et tous les pays ne sont pas vraiment partants pour prendre ce risque. En plus de cela, et comme à son habitude, la navette spatiale va souffrir à la fois d'une météo capricieuse, mais aussi de soucis techniques qui vont faire que le décollage initialement prévu pour le 12 octobre 89 aura finalement lieu le 18 octobre. Ce n'est pas un énorme problème vis-à-vis de la trajectoire de vol de Galileo vers Jupiter, mais c'est, disons, moins optimal que ça l'était une semaine plus tôt. Car tandis que les jours passent, les planètes se déplacent et les écarts changent aussi. Heureusement, aucun problème n'est à rapporter au décollage et Atlantis se met en orbite avec succès, avec sa précieuse cargaison. Directement, dans les heures qui suivent le lancement,
les astronautes procèdent au largage de la sonde et de ses étages de propulsion. Si cette sonde réussit sa mission de plusieurs années, elle va marquer l'histoire. À bord, on filme son déploiement avec une caméra IMAX. Ensuite, les deux vaisseaux s'éloignent l'un de l'autre et Galileo démarre ce qui va être un voyage spatial de 6 ans vers Jupiter. La mission STS-34 continue avec les objectifs secondaires. Et là encore, de la science. Dans la soute de la navette, l'expérience Shuttle Solar Backscatter ultraviolette est larguée et a pour but de vérifier la viabilité des technologies qui permettent aux expériences d'étudier la couche d'ozone et les UV en provenance du Soleil. En gros, on teste si une expérience peut marcher. Une autre expérience, de son côté, observe les éclairs en haute altitude. À bord de la navette, les astronautes procèdent à des expériences notamment sur du maïs, mais aussi sur des polymères comme l'expérience Polymer Morphology commandée par la firme 3M. Cheng Diaz réalise aussi des études des yeux d'Helen Baker afin de déterminer la relation entre le mal de mer et la pression intracrânienne. Finalement, après un petit retard de quelques heures pour des raisons météo, la navette Atlantis est autorisée à rentrer sur Terre et ses roues touchent le sol sur la piste d'Edwards au moment même de ma naissance, à moins d'1 heure près, le 23 octobre 1989. Vénus en février 90, puis la Terre en décembre 90, puis la Terre à nouveau 2 ans plus tard, puis un passage proche d'astéroïdes et l'observation de la comète Shoemaker-Levy qui se désintègre dans Jupiter, la petite sonde arrive enfin à proximité de la planète gazeuse en 95. Mais ce voyage vite résumé n'a pas été sans embûches. Le principal problème survient le 11 avril 91. À ce moment-là, la sonde est censée déployer l'antenne grand gain qui pour le moment est repliée et qui est cachée derrière un petit pare-soleil. Elle doit normalement se déployer comme une fleur qui s'ouvre, quelque chose d'habituel à l'époque, mais tout ne se passe pas comme prévu. L'antenne ne se déploie qu'à moitié, provoquant la stupeur et l'inquiétude des contrôleurs du JPL. Sans l'antenne à haut gain, il va falloir utiliser l'antenne secondaire plus petite, qui a l'inconvénient d'avoir un débit plus faible que l'antenne à haut gain. Durant plusieurs mois, on va tout essayer pour terminer le déploiement. Essayer d'utiliser la chaleur du soleil, ou le froid de l'espace pour déformer les bagues coulissantes, engager une rotation particulière de la sonde, ou tout simplement forcer le déploiement, mais rien ne marche. Et c'est un gros problème car à ce moment-là, la sonde approche l'astéroïde Gaspra et il est prévu de photographier l'objet plusieurs fois durant le court passage. Le problème, c'est qu'avec la petite antenne, le débit est si faible que ça prendrait un temps fou de récupérer toutes les photos prises. On ne peut donc pas régler la visée ni la mise au point de l'appareil photo au fur et à mesure de l'approche. Les équipes du JPL vont alors essayer de faire des réglages prédictifs en prenant compte des précédentes positions de l'astéroïde. Alors que la sonde passe au plus près de l'astéroïde et prend une série de photos, on décide de n'en télécharger qu'une petite fourchette. Finalement, le 14 novembre 1991, le monde découvre pour la première fois la photo d'un astéroïde pris de près par une sonde. La photo, prise 15 jours plus tôt à une distance de 5000 km de l'astéroïde, est un véritable exploit. D'autres photos plus précises vont encore arriver plus tard, et ce survol est un succès. Il est maintenant temps de se préparer pour le survol suivant, l'astéroïde Ida. Plus gros que Gaspra, son étude s'annonce encore plus impressionnante que ce dernier. Le survol étant prévu pour 1993, cela laisse aux équipes du JPL encore du temps pour tenter à nouveau de déployer l'antenne grand gain. Les tentatives vont se succéder, mais toujours sans succès. Et en 93, Galileo approche Ida. Le survol a lieu fin août 93 et un mois plus tard est révélée une photo complète de l'astéroïde. Les photos du survol vont révéler qu'Ida a une lune et c'est à ce moment-là la première fois qu'on découvre un satellite d'un astéroïde. Leur existence était soupçonnée mais jamais prouvée avant cette observation de Galileo. Dactyle, c'est son nom, d'un diamètre d'1,5 km et contre toute attente rond et son origine est encore aujourd'hui discutée.
Les hypothèses principales évoquent que Dactyle faisait auparavant partie d'Ida et a été éjecté de l'astéroïde suite à un impact. Tandis que les photos du survol continuent d'arriver jusqu'en 1994, les équipes de planification du JPL planchent sur le prochain événement important, l'observation de la collision de la comète Shoemaker-Levy avec Jupiter. En effet, cela fait plus d'1 an que les calculs de trajectoire annoncent la collision, et au JPL, c'est une occasion incroyable qui se présente de l'observer avec Galileo, qui est en route vers la planète gazeuse. En juillet 1994, tous les télescopes terrestres sont braqués vers Jupiter, en attendant la série d'impacts des multiples fragments de la comète qui s'est disloquée. Dans l'espace, d'autres sondes braquent leurs caméras vers la planète, dont Ulysse, sonde étudiant le Soleil, et Voyager 2, faisant route vers l'espace interstellaire. C'est le 16 juillet que les premiers impacts sont observés, et ils vont s'enchaîner durant plusieurs jours. En plus de photographier l'événement, Galileo étudie la chaleur de la rentrée des morceaux et observe les gigantesques boules de feu générées lors de la rentrée dans l'atmosphère de Jupiter. Le 18 juillet, un des plus gros de tous les impacts a lieu, celui du fragment G de la comète. L'explosion est équivalente à 600 fois l'arsenal nucléaire mondial et laisse une trace sur la planète d'un diamètre de 12 000 km, l'équivalent du diamètre de la Terre. Des traces qui vont rester visibles plusieurs mois au télescope. Cet événement incroyable n'est qu'une des nombreuses observations de Jupiter que Galileo s'apprête à accomplir durant sa mission, car l'heure de l'arrivée en orbite est proche. La sonde, sur une trajectoire d'impact avec Jupiter, va d'abord larguer la sonde atmosphérique qui va faire sa rentrée dans la planète. Puis Galileo va allumer son moteur pour changer sa trajectoire d'impact vers une trajectoire plus sécurisée. C'est le 7 décembre 1995 que Galileo passe à moins de 900 km de Io, lune de Jupiter, et l'utilise pour se freiner. La sonde s'insère en orbite autour de Jupiter avec succès. Pendant ce temps, la sonde atmosphérique fait sa rentrée dans l'atmosphère. Le bouclier thermique subit une température de 15 000 degrés, puis la sonde est ralentie sous les parachutes avant que la pression ne détruise la sonde. Avant la coupure du signal, la sonde a pu transmettre toutes les données prévues. On apprend que les vents dans l'atmosphère soufflent à plus de 300 km/h et la pression au moment de la destruction de la sonde avoisine les 300 atmosphères terrestres avec une température de plus de 600 degrés. Le reste n'est que pure hypothèse, mais on pense qu'environ 10 heures après le début de la rentrée, la pression et la température ont purement et simplement fini de vaporiser la sonde, ces atomes faisant désormais partie de la planète. La première orbite de Galileo autour de Jupiter est très elliptique. Il faudra 7 mois à Galileo pour faire sa première orbite, mais c'est prévu. C'est au fil du temps que la sonde va affiner son orbite, dont la période redescend environ à 70 jours. De 1995 à 1997, la sonde va étudier et photographier les 4 lunes galiléennes de Jupiter, leurs caractéristiques et leur composition. Cette partie principale de la mission va ensuite laisser place à la partie secondaire, la Galileo Europa Mission, ou GEM. Même si ce nom de mission laisse penser que la sonde ne va étudier que la lune Europe, il n'en est rien. GEM va aussi étudier les autres lunes galiléennes. En ce qui concerne Europe, Galileo observe un sol gelé et étudie notamment la zone du Connemara Chaos, nommée après la région d'Irlande. La sonde observe également les cratères jonchant la lune glacée, notamment l'étrange structure de Tairae Macula et les cratères de Cilix et Manannan. Europe se révèle extrêmement intéressante. Une surface totalement glacée, mêlée à l'effet de marée dû à Jupiter, qui renforce l'idée que sous cette épaisse banquise, un vaste océan pourrait exister. Lors de GEM, mais aussi du chapitre suivant, Galileo Millennium Mission, la sonde étudie également Io, la plus atypique des lunes, qui a été le premier monde extraterrestre où on a pu observer du volcanisme actif. Et quel volcanisme! Il y en a de partout sur cette petite lune. Ganymède, bien fournie en glace, la plus grande et la plus massive des lunes du système solaire, a comme Europe une grande surface glacée contenant de l'ozone et possiblement un océan sous sa surface. Plus important encore, elle possède une petite atmosphère d'oxygène et son propre champ magnétique. À ce jour, c'est le seul satellite à avoir un champ magnétique tout en se trouvant dans le champ magnétique d'une planète, et on doit cette découverte à Galileo. Les observations du télescope Hubble, de son côté, révèlent même des aurores. Enfin, Callisto, plus grande qu'Europe, est la deuxième plus grosse lune du système jovien. Celle-ci ressemble énormément à notre lune, bien que plus grande. Sauf que là encore, on suspecte l'existence d'un océan sous la croûte.
Autant dire que ces 4 lunes ont toutes des caractéristiques intéressantes pour ce qui est de la vie extraterrestre. On sait aujourd'hui que les océans d'eau salée, tout comme un environnement volcanique, peuvent accueillir la vie de certaines bactéries. L'étude par Galiléo de ces 4 gigantesques mondes remet alors en perspective les recherches en matière d'exobiologie. Comme souvent dans la science, en cherchant à répondre à une question, ça nous amène d'autres questions. Parmi les questions communes à ces satellites galiléens qui subsistent aujourd'hui, l'une d'elles est: est-ce que c'est sur l'un de ces mondes qu'on découvrira que la vie n'est pas seulement cantonnée à la Terre? Au-delà de ces lunes prometteuses, qui ont encore beaucoup de secrets à révéler, Galiléo observe toujours Jupiter et particulièrement sa météorologie. La sonde se concentre notamment sur la célèbre grande tache rouge, cet anticyclone gigantesque qui pourrait contenir plusieurs fois la Terre. La sonde observe également les effets du gigantesque champ magnétique de la planète, comme ses magnifiques aurores polaires. Les apports scientifiques de la sonde pour mieux connaître le système jovien sont donc considérables. Et bien sûr, une chose que les télescopes terrestres ont toujours eu du mal à observer, les anneaux de Jupiter. Mais au début des années 2000, le carburant de la sonde vient à manquer. En 2003, ça fait déjà 8 ans que Galiléo explore Jupiter et ses lunes, et il est temps de clore cette mission incroyable. Laisser Galiléo en orbite jovienne, après toutes ces découvertes, ça présente un risque de contamination. Le danger serait que la sonde s'écrase sur Europe, qui représente une candidate prometteuse pour découvrir de la vie extraterrestre. La sonde pourrait renfermer des bactéries laissées par les ingénieurs terriens, qui pourraient contaminer Europe et fausser les résultats d'une éventuelle exploration future du terrain. C'est donc décidé, Galiléo sera précipité dans Jupiter. Le 21 septembre 2003, Galiléo entre dans l'atmosphère de la planète géante et se désintègre totalement. Désormais, Galiléo fait partie de Jupiter. La suite de l'étude de la géante gazeuse appartient aux sondes suivantes. Pendant la mission de Galiléo, la sonde Ulysse avait survolé 2 fois Jupiter et en avait profité pour étudier sa magnétosphère. En 2000, Cassini, en route vers Saturne, avait profité de son survol de la planète pour l'étudier. New Horizons, en route vers Pluton, survole également Jupiter en 2007. Mais la sonde qui va réellement succéder à Galiléo, c'est Juno. Lancée en 2011 par une Atlas V, elle arrive en orbite jovienne en 2016 et continue aujourd'hui à étudier Jupiter. Même si elle n'étudie pas les lunes, des projets sont en cours de réalisation, comme la sonde européenne JUICE et l'américaine Europa Clipper, qui devraient, dans un futur proche, partir à destination des lunes glacées de Jupiter, dans l'espoir d'en apprendre encore plus sur ces mondes porteurs d'espoir dans la recherche de la vie extraterrestre. Galiléo, qui a connu énormément de péripéties en route pour Jupiter, a tout de même réussi sa mission, et ce, même si son antenne grand gain n'a pas fonctionné. Elle a accompli un nombre de premières impressionnantes, et en apportant beaucoup de réponses, elle a contribué à nous faire nous poser bien plus de questions sur les secrets que renferment les lunes glacées de la plus grande planète de notre système solaire. Tout comme la sonde Cassini, quelques années plus tard, qui elle aussi va découvrir des caractéristiques prometteuses autour des lunes saturniennes Titan et Encelade, Galiléo nous a montré que si la vie extraterrestre existe, on pourrait la trouver bien plus près que nous le pensions. Et grâce à ces sondes interplanétaires, l'humanité continue d'explorer un chemin tracé par Galilée il y a 4 siècles. J'espère que vous aurez aimé cet épisode qui traitait plus de la sonde envoyée que du vol de la navette. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Utip, ma boutique, et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Stardust. À bientôt. Don, a 250, a Kitty Hawk might give us something.